au pupitre, on l'écoute. Mes chers collègues, président, je suis heureux de vous accueillir à la présidence du Sénat pour cette conférence de presse de rentrée. Depuis notre rencontre de l'an dernier, on peut dire que bien des choses ont changé. Ce premier semestre de l'année 2019 a d'ailleurs été intensif. Alors, comme on l'annonce, acte 2 du quinquennat, je le dirais plutôt Nouveau Monde, saison 2. Comme je considère que la saison 1 n'a pas été très convaincante, je vais donc regarder avec attention l'acte 2 du quinquennat qu'on nous promet. J'entends depuis quelques semaines de bonnes résolutions de rentrée. Mais la rentrée, c'est toujours le temps des bonnes résolutions. Terminer la verticalité de la gouvernance, retour des vertus du dialogue et de la concertation qui deviendrait consultation. Il y a d'ailleurs un débat autour des mots. Des élus locaux, et c'est heureux, qui reprennent leur place dans la représentation de la nation. Et une France qui occupe sa place en Europe et dans le monde. D'ailleurs, je le dis, la séquence GSS à Biarritz était plutôt bonne. Je vais commencer, si vous le voulez bien, par l'économie. C'est un sujet majeur, c'est aussi un sujet qui occupera une grande partie de notre automne parlementaire. La dépense publique continue à augmenter. C'est près de 20 milliards de plus cette année. Plus de 56% du produit intérieur brut interdit toute baisse franche et durable de la pression fiscale, pourtant nécessaire à la compétitivité de notre économie. Les entreprises sont de nouveau mises à contribution pour compenser l'augmentation des dépenses annoncées fin avril, report répété de la baisse de l'impôt sur les sociétés et augmentation d'un certain nombre de taxes. Le gouvernement a significativement réduit ses ambitions en matière de redressement des comptes publics. L'objectif de retour à l'équilibre des comptes publics se résume à maintenir le déficit juste à la limite des 3%. Le gouvernement a renoncé à baisser l'endettement. L'objectif initial, nous en souvenons, c'était une réduction de 5% du PIB, a laissé place à une réduction d'au mieux 1,4 points. Et la baisse prolongée des taux d'intérêt aveugle un peu. La divergence avec nos partenaires européens s'accroît, entamant un peu plus la crédibilité de notre pays. 2020, nous aurons le deuxième déficit le plus élevé après l'Italie. Nous serons le quatrième pays le plus endetté, en fait le cinquième, après la Grèce, l'Italie, le Portugal et la Belgique. Cette stratégie nous prive de toute marge de manœuvre. En cas de retournement conjoncturel ou de remontée brutale des taux, alors je ne suis pas certain que nous ayons la pleine maîtrise de nos choix budgétaires. Parlons maintenant de la relation entre l'exécutif et les élus. Dans la saison 2, il va falloir maintenant passer des déclarations aux actes. Aux obsèques du maire de Signes, le président de la République a adressé ce message au maire, et je le cite. « Je veillerai personnellement à ce que face aux incivilités et à la désagrégation chez certains du sens de l'État et de la nation, la réponse soit toujours ferme, exemplaire et sans complaisance. » Je ne doute pas de la sincérité de ces propos, je les ai d'ailleurs approuvés et partagés. Je souhaite que le texte que nous examinerons début octobre aborde, aux côtés du sujet commune, intercommunalité, statut de l'élu, pouvoir de police du maire, avec la plus grande clarté que cette question. Les maires ont retrouvé une place centrale à l'issue
de la crise sociétale que nous avons vécue et du débat, le président de la République a mesuré leur importance pour la cohésion de la nation. Il faut traduire cette considération retrouvée aussi par des actes. La commission des lois du Sénat a lancé une consultation sur les menaces et les agressions auxquelles sont confrontés nos collègues maires dans l'exercice de leurs fonctions. Cette consultation comptabilise aujourd'hui un peu plus de 2500 contributions. Elle se poursuivra tout au long de ce mois. Et moi-même, je reçois des témoignages que d'ailleurs je transmets au rapporteur et au président de la commission. J'étais dimanche en Normandie avec les présidents des 3 grandes associations d'élus. Le moins que l'on puisse dire est que les relations avec les collectivités territoriales, dans le cadre de la conférence nationale des territoires, ou des lois de finances, ou de l'apprentissage, ou de la formation professionnelle, ou quand on parle de finances locales, n'ont pas été au rendez-vous de l'acte 1 du quinquennat. Souvenons-nous, c'était il y a bientôt 1 an, à Marseille, le décalage entre l'exécutif et Territoires Unis, qui réunit ces 3 grandes associations, qui sont, je le rappelle, des associations transpartisanes, a été révélateur de cette crispation. Aujourd'hui, sur le seul sujet de la taxe d'habitation et son remplacement, l'exécutif ne nous a pas encore communiqué les simulations sur les mécanismes de compensation qu'il propose. Il nous les avait pourtant promises pour juillet. L'AMF et le Comité des finances locales, pour eux, seule la technique du dégrèvement intégral garantit la compensation à l'euro près dans la durée. Par ailleurs, la réforme, telle que proposée par le gouvernement, menace les capacités financières de collectivités déjà standard et pour l'analyser en 2018. Comme l'a rappelé le président Bussereau, les départements risquent de se retrouver en situation d'impasse budgétaire s'ils ne disposent plus d'aucun levier fiscal pour stabiliser leurs recettes. Le Sénat sera donc vigilant sur ces questions financières, car à travers elles, ce sont des principes d'autonomie financière, principes de libre administration des collectivités territoriales, ce sont ces principes qui sont en jeu. Et donc, avant même qu'on en reparle au printemps, une certaine conception de la mise en œuvre de la décentralisation. Troisième point qui me semble important, le retour des vertus du dialogue social et de l'importance des corps intermédiaires. Premier chantier, la réforme des retraites, tant mieux, mais plus d'1 an de dialogue par Jean-Paul Delevoye n'ont pas encore suffi. On repart pour un nouveau cycle dont personne ne connaît la durée. Peut-être après les municipales, ça ce serait mauvais esprit, peut-être au-delà, ce que je commence à croire. En fait, les Français sont un peu perdus entre 62 ans, âge pivot, durée de cotisation. En fait, la question de l'âge est incontournable. Il y aura aussi la question de la santé. Vous le savez, c'est la préoccupation numéro 1 de nos compatriotes. Pas simplement dans les analyses d'opinion, mais dans tous les départements que je visite, quels qu'ils soient. Je peux vous dire que dans les Côtes-d'Armor, il y a 2 semaines, c'était le sujet numéro 1 des élus. Et qui d'entre vous n'a pas traversé un village où parfois il voit un panneau à la recherche d'un médecin? Ça n'est pas, j'allais dire, si marginal que cela. Pour cet acte 2 du dialogue social et de l'importance des corps intermédiaires, mais aussi pour cet acte 2 de la relation avec les élus, je souhaite qu'on ait un certain nombre de réponses précises à des questions simples. Comment dire la vérité et annoncer clairement les mesures envisagées pour les réformes à venir, notamment au plan budgétaire ou au plan des collectivités territoriales? Comment, en payant moins d'impôts, on peut augmenter les services publics? Comment peut-on un jour perdre cette pole position du record des prélèvements obligatoires et de la dépense publique? Comment on dépense moins et comment on produit plus? Je voudrais tout autant, dans cette saison 2, acte 2, je voudrais
qu'elle ne ressemblait pas à la précédente sur deux sujets, à mes yeux, très importants. L'Europe et la politique migratoire. Seule une Europe forte et souveraine peut prétendre jouer un rôle dans le concert des nations. Le président de la République a récemment appelé à intensifier le dialogue bilatéral avec tous les États membres de l'Union européenne. Je dis bien tous les États membres, et pour moi c'est essentiel. Mais la relation franco-allemande s'est appauvrie. Si nos intérêts n'ont jamais été parfaitement convergents, nous avions toujours réussi finalement à les accorder et à nous concerter. Fallait-il par exemple lancer une initiative sur la constitution d'une armée européenne, je le prends comme exemple, quand nous savons que cela n'est pas possible aujourd'hui pour l'Allemagne. Rétablir une relation de confiance avec l'Allemagne est prioritaire, me semble-t-il, pour le gouvernement. Naturellement, le Parlement y travaille et y travaillera. L'axe franco-allemand malmené, une Union européenne assez fracturée, un Brexit qui s'annonce encore plus incertain jour après jour et sans doute dur. Aucune réponse concrète au rebond des flux migratoires. L'Europe doit se ressaisir. Nouvelle commission se met en place, mais jamais une commission achevant son mandat n'a eu autant de responsabilités jusqu'à la fin du mois d'octobre. L'exemple d'un drame récent remet le traitement de la question migratoire au cœur de l'actualité. Le gouvernement fera une déclaration suivie d'un débat sur la politique migratoire de la France et de l'Europe. Ce sera le 10 septembre à l'Assemblée nationale, ce sera le 2 octobre au Sénat. Pour répondre à la crise migratoire, il me paraît que la réponse doit être déclinée à plusieurs niveaux. Au niveau national, il est indispensable de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs. Rappelons simplement un chiffre. Moins de 20% des décisions d'éloignement sont réellement exécutées. Gérard Collomb estimait, c'était en 2017, à 300 000 le nombre d'étrangers en situation irrégulière. Rien que sur les 5 premiers mois de l'année, sur un pays qui a vu ses visas de court séjour transformés, eh bien, je vous le dis, plus 84%, par exemple, de demandes d'asile des Géorgiens. L'explosion du nombre de mineurs étrangers isolés, témoignage des présidents de conseils généraux, y compris dans des territoires où le sujet ne se posait pas jusqu'ici. À l'échelle européenne, harmonisation des politiques d'asile et d'immigration sont une urgence. Renforcement des frontières extérieures de l'Union en particulier. Et le président de la République l'a reconnu lui-même, la France est en passe de devenir le principal pays de demandeurs d'asile au sein de l'Union européenne, avec des flux secondaires de migrants, plus de 40 000 sur les 123 000 enregistrés, une réalité qu'il faut traiter, que d'ailleurs l'Allemagne a su traiter par des accords avec l'Espagne, avec la Grèce et l'Italie notamment. Mesdames et messieurs, vous m'avez à de nombreuses reprises entendu aborder la question des fractures qui minent notre pays. Si la crise des Gilets jaunes paraît s'être essoufflée, je ne suis pas totalement certain que les braises en soient éteintes. Les problèmes demeurent. Il faudra donner des réponses à nos concitoyens qui attendent des actes. Et je souhaite que cette deuxième partie du quinquennat puisse apporter des réponses. Dans ces temps de doute et de remise en question, je crois en nos institutions. Je crois aux institutions de la Ve République qui nous ont permis de traverser bien des crises. La dernière en est d'ailleurs la démonstration. Je crois au bicamérisme, car que serait notre démocratie sans une assemblée qui ne procède pas de la seule élection présidentielle, une assemblée indépendante du fait majoritaire, une assemblée en capacité de contrôle en toute indépendance. La réforme des institutions revient dans l'actualité au début de cette saison 2. Le Sénat, je le répète, vous me l'avez entendu déjà dire 1000 fois,
est disponible. Qui peut croire que la réforme échouerait sur la réduction du nombre de parlementaires que la majorité sénatoriale soutient, mais qu'elle conditionne à une juste représentation des territoires? On échouerait pour une différence de 20 sénateurs. Voyons. Pour le renouvellement sénatorial par moitié, je renvoie l'exécutif à la lecture des articles 32 et 25 de notre Constitution. C'est ainsi, et au rôle de continuité de notre Assemblée. Il y a simplement une petite nouveauté du garde des Sceaux. Il faudrait d'abord un accord des assemblées préalable à toute discussion des textes. C'est ignorer le Parlement, à méditer quand on regarde la Chambre des communes hier soir. Le 4 juin dernier, j'ai pris une initiative. Je ne pouvais assister en spectateur à la défaite que nous venions de subir aux élections européennes. Nous avons souhaité nous rassembler pour échanger, réfléchir à l'avenir des familles politiques de la droite et du centre en partant de nos ancrages respectifs, de nos expériences territoriales, des expériences parlementaires. Cette réflexion s'inscrit dans un paysage politique bouleversé dont la réduction, je le dis, à un choix binaire m'inquiète pour la démocratie. Nous sommes animés par la volonté de rassembler, de susciter une forme de sursaut, de retrouver, c'est l'essentiel, la relation de confiance avec les Français. Et bien sûr, de préparer les élections municipales, départementales et régionales. C'est le rendez-vous du printemps 2020, puis le rendez-vous du printemps 2021. Nous avons décidé de conduire une réflexion sur ce que nous sommes, sur ce qui fait notre identité, sur ce que le pays attend de nous. Le résultat de mai et ses conséquences ont conforté une analyse que nous partagions ici, où nous pensions qu'il fallait inverser la verticalité et bâtir un projet à partir de nos territoires. Je crois, avec d'autres, qui sait mieux parler, ressentir, partager avec les Français que les 550 000 élus territoriaux qui forment une trame. Notre démarche est fondée sur le respect de la liberté des élus locaux, la liberté de créer, d'expérimenter, d'entreprendre, de construire des équipes. C'est le local qui inspire le national, peut-être une autre approche de la politique. Cette approche doit se faire, nous semble-t-il, autour d'une nouvelle génération de la décentralisation, dont nous devons préparer les principes et l'application concrète sans attendre. Nous le répétons depuis plus d'un an. La gouvernance moderne, c'est la subsidiarité. C'est bien sûr un État garant du pacte républicain, mais aussi des élus libres et responsables en capacité de porter leurs projets. C'est une république une et indivisible, bien sûr, mais des élus capables de relever des défis propres à chacun des territoires, dans le cadre d'une différenciation. C'est une autonomie financière. Et même, j'oserais, fiscale, puisque nous l'avons inscrit dans nos propositions, qui permet aux collectivités de mener leur politique en pleine responsabilité. C'est l'esprit des conventions régionales. Il en reste 7 qui s'achèveront le 10 octobre par la Convention nationale France Territoire. Nous présenterons alors une plateforme, mais plus largement une vision partagée par des équipes qui s'inscriront dans le principe d'un rassemblement pour nos territoires. Telle est aujourd'hui notre ambition. Je souhaiterais, avant de vous laisser la parole, vous faire part de quelques-unes des innovations que le Sénat s'apprête à lancer. À l'automne, nous lancerons la plateforme de e-pétition qui permettra à chaque citoyen de proposer l'inscription d'un texte législatif à l'ordre du jour du Sénat ou de créer une mission de contrôle sénatorial. Sous réserve du choix de la conférence des présidents, les pétitions recueillant un nombre de signatures autour de 50 000 seront examinées par la conférence des présidents,
qui décidera de la suite à donner si les conditions de recevabilité sont remplies. Et cela sera public. Le 1er octobre, le Sénat disposera d'un dispositif de scrutin électronique permettant à chaque sénateur de voter sur les textes depuis son pupitre. Outre le temps gagné, un certain nombre d'erreurs évitées, ce dispositif permettra de faire une clarté encore plus grande sur le vote de chaque sénateur. Avant la fin du mois de septembre, nous lancerons un site permettant de vérifier les informations fausses, approximatives ou datées qui circulent sur le Sénat. Vous y trouverez un certain nombre d'informations sur le rôle, l'organisation, le fonctionnement et les moyens du Sénat et des sénateurs. C'est à ma connaissance sans doute le premier site, comme on dit en vieux français, de fact-checking lancé par un Parlement. Voilà quelques-unes des innovations du Sénat, pour un Sénat qui ouvrira sa semaine de session extraordinaire par l'économie circulaire, puis la session ordinaire par le texte proximité et engagement, puis abordera les questions liées au budget. Voilà ce qui nous attend. Voilà quelques-unes des réflexions que je souhaitais partager avec vous. Et je vais maintenant répondre à vos questions. Merci d'être venus nombreux. Qui commence? Oui, vous vous présentez. Vous avez déclaré être inquiet quand la démocratie se résume à un choix binaire. Ça a longtemps été le cas, sauf qu'à l'époque, votre famille politique était dans ce choix binaire. Est-ce que ce qui vous gêne le plus, c'est qu'il y ait un choix binaire ou que votre famille politique ne soit plus dans ce choix binaire? Elle n'était pas totalement binaire quand le Parti communiste pesait 20%. Elle n'était pas binaire quand nous étions, entre guillemets, une coalition, même si le mot n'existe pas tout à fait dans notre tradition politique. Du RPR et du DF, il y avait une majorité et une opposition. Et ça se faisait entre des partis qui ne remettaient pas en cause un certain nombre de fondamentaux, qui s'inscrivent d'ailleurs dans le préambule de notre Constitution et qui sont le fruit de la construction de la République. Le choix binaire, c'est le choix entre le président de la République ou la République en marche et le Rassemblement national. Je pense que c'est un réducteur de démocratie. Et que ce réducteur de démocratie, il faut qu'on y fasse très attention, parce que nous voyons des tentations ici ou là. Je pense que nous avons une responsabilité, mais cette responsabilité, elle existe aussi pour la gauche social-démocrate. Et donc, moi, je vous le dis, je ne me laisserai pas enfermer dans ce choix binaire. Bonjour, Anne Souhaitemont, RFI. Vous étiez samedi à La Baule, vous avez tenu des propos assez graves sur l'état de la droite. Est-ce que vous croyez davantage dans l'avenir de la droite à travers votre initiative, celle des conventions, ou à travers l'avenir des Républicains? Je n'étais pas en état de dépression, je le dis moi-même. Je n'étais pas en état de sinistrose. Mais c'est vrai que si nous ne trouvons pas les voies du rassemblement, de la construction d'un nouveau projet, de réponse aux questions de notre société, alors je ne vois pas de motif qui empêcherait la poursuite de notre déclin. Et parmi ces réflexions-là, c'est quelle est notre vision du XXIe siècle. Et le lendemain, puisque j'étais sous les pommiers, je rappelais sous les pommiers, comme je l'avais rappelé à La Baule, et je crois que d'autres l'ont rappelé à La Baule, et je pense aussi à la présidente de la région, il fallait construire une droite et un centre du XXIe siècle. Et que ça, c'est l'enjeu. On n'est pas uniquement dans des affaires d'appareil, mais de réponse aux problématiques de nos compatriotes. C'est, je crois, l'objectif qui est le mien. Alors, les conventions, c'est une des approches et une contribution. Ça n'est nullement concurrent de ce que doivent faire les partis politiques. On est d'ailleurs dans un temps différent. Mon temps, il est plus court. Ça ne veut pas dire que tout s'arrêtera pour moi le 10 octobre, je vous rassure.
Bonjour, Xavier Brivet, maire de France, ici s'il vous plaît. Pardon. Vous avez évoqué la réforme institutionnelle, vous dites que le Sénat est disponible et le gouvernement souhaite faire passer sa réforme avec votre accord, en concertation avec vous. Quels sont encore les points de blocage sur ce sujet? Oh, tout est dans une lettre que j'ai adressée après avoir consulté l'ensemble des présidents de groupe le 5 juin auprès du Premier ministre. Je rappelle que le gouvernement... Là, on est à saison 3 en matière constitutionnelle. On a eu le discours du Congrès, qui était clair, et que nous pouvions partager. Nous avions un certain nombre de motifs. Il y a eu les propositions, les fameuses 40 propositions du groupe de travail du Sénat. Et aujourd'hui, nous avons un texte qui ne touche plus aux droits du Parlement. C'est un point important. Vous voyez qu'on converge. Nous avons trouvé des points d'équilibre sur le cumul des mandats dans le temps. Nous ne sommes pas très très loin. Moi, je n'ai aucune passion pour la proportionnelle, mais aucune passion parce que plus de 70% du Sénat est d'ailleurs élu à la proportionnelle. Mais je pense à l'Assemblée nationale et à la constitution d'une majorité, mais nous ne sommes pas loin. Nous avons deux sujets majeurs. Il y a un sujet de fond qui est aussi... les conclusions de ce qui s'est passé dans le pays, de ce besoin de proximité pour lequel nous sommes si attentifs. C'est la représentation de tous les territoires au Parlement. Et qu'il n'y ait pas un tiers des territoires de ce pays, par exemple, qui n'ait qu'un seul député ou un seul sénateur. Donc, c'est clair, c'est mathématique, il faut, car nous sommes favorables à l'ajustement du nombre de parlementaires, j'ai même prononcé le mot réduction, mais nous avons établi un chiffre qui est fondé non pas sur le doigt mouillé, mais pas plus de 20 départements et collectivités territoriales qui n'aient qu'un seul député et un seul sénateur. Ça donne 280, et je rappelle une préoccupation que nous avons qui est ultramarine. Est-ce qu'on veut demain que la Nouvelle-Calédonie n'ait qu'un seul député et un seul sénateur? Je ne vous fais pas de dessin, vous m'avez compris. Est-ce qu'on veut qu'un territoire grand comme l'Europe, qui s'appelle la Polynésie française, dans sa diversité, n'ait qu'un seul député et un seul sénateur? Or, il se trouve que c'est là où se trouve d'ailleurs le taquet. Donc, premier sujet. Et on ne fera pas croire qu'on ne puisse pas trouver, j'allais dire, cet équilibre dans cette réponse. Second des sujets, c'est la continuité de l'institution, qui est le Sénat. Le renouvellement partiel est un principe inscrit dans la Constitution. Nous y tenons pour la continuité de l'État, y compris dans ce qui a motivé, la construction de la Constitution de la Ve République. Alors, il y a d'autres sujets qui intéressent les maires de France, sur lesquels nous pouvons converger. Quelle différenciation, jusqu'à quel niveau? L'autonomie financière, sujet important. Mais c'est des sujets de dialogue. Mais le sujet de la représentativité, c'est un sujet sur lequel, je le dis clairement, je ne transigerai pas. Vous avez dit donc que vous ne voulez pas une confrontation binaire, mais on voit au fur et à mesure de l'avancée en campagne des municipales, des maires de l'UDI, du centre, voire de LR, qui se rapprochent de candidats, qui se rapprochent de LR1 pour constituer les listes ensemble. Est-ce que ça risque pas de renforcer cette binarité aux yeux de l'opinion? L'élection municipale est une élection d'une nature différente. Et d'ailleurs, il ne faut pas déduire du résultat à l'élection européenne le résultat des municipales. Une expérience antérieure que j'ai vécue à l'époque où Nicolas Sarkozy était tête de liste de ma famille politique aux élections européennes m'a rappelé fort heureusement que l'année suivante, le maire de Rambouillet fit un score sacrément différent de celui qui avait été fait au moment de l'élection européenne. Vous savez, l'élection municipale obéit à des logiques et à une alchimie qui est différente. On constitue des équipes. On constitue des équipes pour des villes. Et c'est la constitution de cette équipe autour de projets, bien sûr avec des valeurs qu'on doit avoir en partage qui comptent. Et j'allais dire, de temps en temps,
fichons la paix aux têtes de liste et aux maires pour constituer leurs équipes. Je serais malvenu, si ce n'est pour vous avouer que la première fois que j'ai été élu, le RPR, pur sucre, gaulliste, mon premier adjoint était radical de gauche. Oui, madame. Bonjour, Manon Rescan, Le Monde. Vous avez évoqué la petite nouveauté proposée par Nicole Belloubet dans la négociation sur la réforme des institutions. Pour vous, ça n'est pas possible, il n'y aura pas de négociation avant le début du débat parlementaire. Il faut commencer ce débat parlementaire. Je vais m'appliquer le principe avec les partenaires sociaux. Il y aura des consultations. Moi, je vais faire comme Laurent Berger. Et bien sûr qu'on parle. Mais pour moi, il n'est pas question d'avoir un débat parlementaire qui soit tronqué. Je crois trop au rôle et à la place du Parlement. Bien sûr, il devrait y avoir un certain nombre d'engagements quand on s'est mis d'accord. Mais dire que le débat parlementaire est amputé, ça n'a aucun sens. Nous sommes, je le rappelle, une des chambres du Parlement. Que le rôle du Parlement, c'est d'enrichir un texte et donc d'ouvrir le débat. Et quand je dis que nous sommes disponibles, nous sommes y compris disponibles pour tenir totalement l'engagement que la majorité sénatoriale, qui est composite, qui est diverse, aura pris sur les questions essentielles. Mais je suis certain que dans tous les groupes du Sénat, la question de la représentation du territoire, de la représentativité, est un sujet essentiel sur l'ensemble du territoire. Oui ? Oui, mais là, vous avez... Oui, bonjour, François Vignal, publicsénat.fr. Pour compléter la question de ma collègue, de ma confrère, consoeur, pardon. Quand vous serez sénateur, ce sera collègue, mais... toujours sur les institutions, vous avez exprimé votre opposition finalement à l'exigence du gouvernement d'un accord préalable à l'inscription de la réforme au Parlement. Vous avez rappelé qu'en de nombreux points, vous convergez. Mais malgré, si chacun en reste là, est-ce que finalement on ne peut pas parler aujourd'hui d'un échec de la réforme des institutions ? Non, pas du tout, parce que on le voit, regardez l'exemple des retraites, tout peut évoluer. Sauf un principe pour nous, la représentation du territoire et la représentativité du territoire. Et je vois là-bas 2 questions. Allez-y. Bugal, Télégramme. Monsieur le Président, 2 questions pour bien comprendre l'idée que vous vous faites de votre rôle manifestement de plus en plus important. Premièrement, est-ce que, à vos yeux, le président du Sénat est un arbitre ou l'avant-centre de l'équipe d'opposition capable de mener des contre-offensives très efficaces ? Deuxième question, plus économique. Comment fait-on pour apporter des réponses concrètes aux fractures que vous constatez, comme nous tous, et par ailleurs obtenir des réductions drastiques des dépenses publiques, qui est un de vos vœux les plus chers? Je vais répondre fracture, et je vais répondre dans un secteur de diffusion du télégramme. J'étais dans les Côtes-d'Armor, comme vous le savez. Et une des préoccupations qui a été portée par les maires, les Côtes-d'Armor, qui est quand même un département qui se porte plutôt bien. Je mets peut-être à part le centre-Bretagne qui connaît des difficultés. Ça a été la montée de la paupérisation. Il y a de vraies fractures, qui est la paupérisation. Et est-ce que la dépense publique, toujours plus grande, répond à cette paupérisation? Je n'en suis pas certain. Je pense qu'au contraire, là aussi, la subsidiarité doit permettre de répondre à la réduction de ces fractures. Vraiment, ça m'a beaucoup frappé dans les Côtes-d'Armor. Il y avait d'autres départements, mais dans les Côtes-d'Armor, que ce soit le premier sujet avec la santé qui soit abordé, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Le président du Sénat est-il l'avant-centre ou le défenseur? Et d'abord le président du Sénat. Et le président du Sénat, il doit faire vivre une assemblée dont le rôle est important parce que c'est une assemblée de sensibilité variée, riche, avec une majorité
qui a pour première préoccupation de porter au travers des territoires les citoyens qui habitent ces territoires et de rappeler un certain nombre de choses sans être ni dans l'hystérie d'une opposition absolue, ni l'euphorie d'une majorité alignée sans débat. Et je dois aussi, comme président du Sénat, être attentif à l'expression des sensibilités qu'on qualifie différentes, de minoritaires ou d'opposition. C'est mon rôle de président du Sénat. Je n'ignore pas non plus que j'ai une responsabilité de fédérer une majorité sénatoriale. Et cette majorité sénatoriale, c'est celle qui a permis sur 70%, par exemple, des textes, depuis, dans le cas de la session ordinaire et extraordinaire qui va s'achever dans une semaine, d'adopter 70% des textes, enrichis d'ailleurs de part et d'autre, 70% des textes en commun avec l'Assemblée nationale. Mais quand le Sénat dit non, il est peut-être un peu rare, mais c'est un non définitif, solide et construit. Sur le rôle politique, je suis aussi un homme politique, engagé depuis longtemps, et j'en reviens à ma vision binaire. Je ne me résous pas à une vision binaire, et je ne me résous pas, je réponds au journal de la Croix, je ne choisis pas entre Jésus et Barabbas. Je choisis entre une démocratie qui doit être équilibrée. Vous voyez où était Barabbas et où est Jésus. Voilà. Bonjour Monsieur le Président. Antoine Corvert, BFM TV, vous parliez en fin de conférence de la création d'un site de vérification des faits. Et justement, selon Le Monde, un buste d'Hitler se trouverait dans les caves du Sénat. Est-ce que vous étiez au courant et qu'est-ce que vous allez en faire? Non. J'ignorais la présence de ce buste, hein, je vais tout vous dire. J'ai demandé à la questure d'approfondir, jusqu'à la dernière décade d'août, d'approfondir les recherches, d'ailleurs, sur l'ensemble des objets. En fait, la réalité, c'est que vous êtes dans un lieu qui, pendant 4 ans, a accueilli le maréchal de l'air en second, derrière Göring, maréchal Sperle, qui d'ailleurs occupait le bureau, qui est le bureau du président du Sénat. Je n'ai pas trouvé dans mon bureau de traces. Vous savez, l'histoire du Sénat pendant cette période, c'est une histoire à la fois douloureuse comme l'ensemble du pays. C'est aussi l'histoire de la libération de Paris, qui se situe au Sénat, la jonction entre les forces françaises de l'intérieur, les FTP et les 100 km de la division Leclerc. Voilà pourquoi j'ai soumis dans l'oreille des questeurs qu'il n'est pas impossible. On viendrait ouvrir le musée de la Libération de Paris, que ceci, en tous les cas, j'aurais peut-être, je le dis gentiment, au monde, je suis certain que les services n'ont rien cherché à cacher. D'ailleurs, le fameux bunker a déjà été visité par un certain nombre d'équipes de télévision, par un certain nombre de journaux. Il n'est pas l'œuvre de l'occupation allemande, mais l'œuvre en 1937. Et donc, voilà. Oui, madame. Hop. Oui. Oui, et ensuite vous. Excusez-moi. Allez-y. Pardon. Et après, je vous oublie pas. Pour enchaîner sur cette question, est-ce que ce buste, est-ce que ces objets étaient répertoriés dans les archives du Sénat? Et finalement, qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez les rendre publics? Est-ce qu'on pourra les voir ou pas? Ah bien, vous voyez, il y a un côté voyeuriste là. Non, ils n'étaient pas répertoriés d'après le rapport que j'ai, sauf pour un drapeau qui est en cours d'inscription dans les archives. J'ai demandé à la questure. Ils auraient mieux fait d'être répertoriés, mais vous laisserez le président, les secrétaires généraux vérifier cet ensemble. J'ai demandé qu'on ait un travail en profondeur et en même temps une réflexion sur cette période, parce que c'est aussi une période où, paraît-il, il y a eu de la part d'agents du Sénat qui étaient là, des moments qui ont été plutôt des moments de patriotisme et que je ne voudrais pas occulter. Madame. Je voudrais revenir au nouveau projet pour la droite que vous souhaitez. Comment construire un projet qui ne soit ni de l'eau tiède, ni un projet extrémiste? Et d'autre part, comment construire un projet quand la majorité vient s'inspirer d'idées que vous-même vous avez portées? C'est pas le projet en tant que tel, c'est la méthode. Je propose, nous proposons,
de repartir des réussites, des difficultés et des propositions du terrain. On inverse la verticalité. On applique une formule, ça va choquer un de mes conseillers, mais je le fais quand même à dessein, que le premier président du Sénat conservateur, qui n'était peut-être pas un modèle de démocratie, Seyès, à cette époque, il avait dit quand même la confiance part d'en bas, l'autorité vient d'en haut et de surcroît. Je crois que c'est ça la méthode. Et quand je suis, par exemple, dans les Hauts-de-France, que j'entends le directeur général de Toyota me dire que pour l'extension de l'usine, quand il s'adresse à l'État, il y a 1 an pour répondre, et qu'il y a 2 mois quand il s'adresse à la région et à la communauté d'agglo, on me dit qu'on a un sujet de projet. Quand je suis dans la région sud, et que nous savons tous que la question environnementale, sujet dont on parle beaucoup, la question des plastiques, par exemple, dans la Méditerranée, est une réelle catastrophe, que vous voyez que dans la région sud, le président et la région mettent en place tout un système de micro-entreprise, pas simplement pour la région, mais pour l'ensemble du bassin de la Méditerranée. Vous vous dites qu'il y a des expériences territoriales qui sont intéressantes. Quand vous voyez les réponses de santé, comme je les ai vécues, qui, dépassant les ARS, permettent d'avoir des réponses territorialisées. Nous avons tenu une convention sur, par exemple, les cabines de téléconsultation dans un certain nombre de territoires. Vous avez des réponses. Alors, il faut répondre aux questions concrètes des Français. Premier sujet, la santé. Deuxième sujet, l'environnement. Troisième sujet, activité économique et emploi. Et bientôt, vous allez avoir un sujet majeur dont nous parlerons avec Valérie Pécresse le 12 septembre prochain, qui est la question du logement dans l'ensemble du pays. Le ralentissement du logement est quelque chose qui... Eh bien, moi, j'ai envie qu'on ait un projet concret qui parte du terrain. Et vous verrez que du terrain, parce qu'au fond, je vais oser emprunter à quelqu'un qui est devant moi ce qu'il a pu dire samedi. Entre progressisme et populisme, je crois qu'il y a à trouver de nouveaux équilibres et un nouveau projet. Je vois qu'il y avait d'autres questions là. Voilà. Monsieur le Président, est-ce que vous n'avez rien dit, ce n'est sûrement pas un hasard, sur les manifestations qu'un certain nombre de forces associées aux Républicains comptent organiser dans la rue contre le projet de PMA pour toutes les femmes? Qu'est-ce que vous pensez de la méthode au regard de ce qui s'est passé il y a quelques mois? Qu'est-ce que vous pensez de la méthode et qu'est-ce que vous pensez de l'objectif? D'abord, je n'ai pas douté que c'est des forces associées aux Républicains. Il peut y avoir des sensibilités dans chacune des formations politiques. Je voudrais peut-être vous dire un mot sur la manière dont je conçois le débat. Le débat viendra ici sans doute au mois de janvier. C'est un débat que je souhaite approfondi, serein et en vérité, et qui respecte les convictions de chacun. Et c'est le rôle du président du Sénat. Et c'est une prolongation de ma réponse sur chef d'équipe, arbitre. Là, j'ai une responsabilité de faire que l'orchestre Sénat puisse exprimer des choses différentes, mais de manière dont la polyphonie ne soit pas disharmonieuse. Et donc, le sujet qui va être un des sujets dont nous parlerons avec les responsables politiques, c'est le sujet, faut-il une commission spéciale? Mais sans tomber dans l'idée d'avoir 6 rapporteurs pour distribuer. Il faut être sérieux sur un sujet de cette nature. Il n'y a pas que la PMA. Il y a tout le sujet du don d'organes, du principe de la gratuité du don. Il y a tous les sujets sur la recherche. Tous ces sujets-là méritent autre chose que des manifestations dans la rue. Donc, voilà ma position sur ce sujet. Un bon débat. Nous avons des positions parfois différentes. La question de la GPA sera un sujet majeur en filigrane de ce texte, tout comme les questions de filiation, d'anonymat du don. Tous ces sujets-là seront des sujets importants. Nous pourrons avoir les uns et les autres des positions différentes. La mienne, vous la connaissez, je suis assez ouvert sur ce sujet-là. Je l'ai dit depuis très très longtemps, mais je dois veiller à ce qu'il y ait un débat de grande qualité, de grande hauteur, et
qui ne contribuent pas à fracturer plus avant les Français. Stanislas Noyer, journaliste indépendant. Vous avez évoqué la création d'un dispositif de pétition en ligne au Sénat. Il y a une pétition en ligne en cours. Quelle est votre position à ce sujet? Est-ce que vous appelez les gens à la signer ou à ne pas la signer? Non, j'ai donné ma position depuis très très longtemps, en toute indépendance, comme vous, journaliste indépendant. Je pense que, et nous avions fait des propositions de notre groupe de travail pour que les référendums d'initiative partagée évoluent. Mais le référendum d'initiative partagée, c'est pas le troisième tour après l'expression de la démocratie représentative. Donc tout le monde sait que je n'étais pas favorable au choix qui a été fait, y compris par des gens qui sont dans la même formation politique que moi, de recourir à ce référendum, parce que je pense que c'est contraire à l'esprit du constituant de 2008. Alors il y a une faille, c'est vrai, dans l'écriture de la Constitution de 2008, mais je n'y suis pas favorable. Je l'ai dit dès le départ. Et c'est aussi le rôle du président du Sénat de rappeler, même si à l'époque de la promulgation de cette Constitution, je n'étais pas président du Sénat, je suis quelqu'un qui a suivi cette réforme constitutionnelle, je me dois, me semble-t-il, d'être fidèle à l'esprit du constituant de 2008. D'autres questions? Oui. Thierry Dupont, l'Express. Je voulais juste savoir le regard que vous portiez sur le projet de loi Engagement et Proximité. Vous disiez que la considération retrouvée envers les élus locaux devait se traduire dans les actes. Est-ce que vous pensez que ce texte de loi va assez loin, et notamment dans la liberté accordée aux maires? 80% du texte Engagement et Proximité est un copier-coller du vote de juin 2018 du Sénat. Texte présenté à l'époque par le président Bas, avec Mathieu Darnaud comme rapporteur. Et aujourd'hui, nous avons sur le texte Engagement et Proximité 2 rapporteurs, Mathieu Darnaud et Françoise Gatel. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il y aura encore débat, car nous avons perdu et nous avons perturbé beaucoup les collectivités territoriales, par exemple, sur des questions très importantes, qui ne sont pas que des questions de vie quotidienne, la question de l'eau et de l'assainissement, dans lequel on s'est maintenu dans un dogmatisme fou, alors qu'il fallait répondre à des réalités locales, qui font que les réponses dans le département des Deux-Sèvres ou dans les Yvelines ne sont pas de la même nature par rapport à l'évolution intercommunale. Nous aurons un débat sur, par exemple, la subdélégation. Ça, je n'en doute pas. Nous avons pu progresser, et au départ, le gouvernement y était guère favorable, sur la situation des communes nouvelles, pour permettre cette transition. Les communes nouvelles sont très nombreuses, notamment dans le Grand Ouest, mais elles existent dans d'autres endroits. Encore faut-il prévoir cette période intermédiaire. On était là aussi dans un dogmatisme. Est-ce qu'une commune nouvelle qui est grande ne peut pas former à elle seule une communauté? La réponse est oui, aujourd'hui. Nous aurons des débats sur le statut, car le rapport de Jean-Marie Bockel et de 12 de ses collègues, et là aussi encore Mathieu Darnaud, nous aurons un débat sur la question, par exemple, de l'accompagnement et de la sécurisation juridique des élus et du maire. Nous le voyons bien au travers du drame de Signes. Et il y a aussi le rapport du député, ancien patron du RAID. La question, par exemple, de l'urbanisme, la question du droit de l'environnement, la question de relativement nombreux classements sans suite, la question de l'exécution des décisions de justice quand elles sont prises. Face à cela, souvent, le maire est démuni. La question, par exemple, du régime contraventionnel sur un certain nombre de sujets. Je vais prendre un exemple très concret. Quand quelqu'un, quand il est constaté que de manière répétitive, des citoyens, par exemple, ne respectent pas les règles en matière de collecte d'ordures ménagères, eh bien, on ne peut pas verbaliser dans le cadre d'une contravention locale, mais on remonte au national. Et on voit bien que, vu l'encombrement des tribunaux, c'est toutes ces réalités-là. Et c'est l'intérêt du questionnaire, d'ailleurs.
que la commission des lois, dont la commission des lois a pris l'initiative. Derrière tout ça, il y a aussi le sentiment que les maires ne peuvent pas être seuls et abandonnés, parce qu'au fond, nous voyons que nous sommes dans une société beaucoup plus violente qu'avant. Je partage, appuie et soutiens bien sûr tout ce qui a été engagé autour du 39-19. Mais quand on voit l'augmentation des violences vis-à-vis des sapeurs-pompiers, les chiffres sont effarants. Il y a d'ailleurs un groupe de sénateurs qui travaille sur le sujet. Quand on voit l'augmentation de la tension vis-à-vis des élus, je crois que, je reprends les propos du président de la République à Signes, il faut que la République donne les moyens à ceux qui exercent de l'autorité, les moyens d'être respectés. Et il faut que nous reprenions un certain nombre de références, ça me paraît tout à fait évident. Ça ne peut pas être qu'au détour d'une émotion nationale. Il faut maintenant qu'on soit très concret, et nous serons très attentifs à cela. Pardon, j'ai été un peu long, mais il y a que c'est un sujet quand même. Mais c'est un sujet sur lequel il y aura des débats, mais je suis à peu près certain qu'il sera assez constructif, de même qu'il y aura un débat sur la question indemnitaire. Il ne faudra pas se cacher. On ne pourra pas continuer à demander tant aux maires et à leur donner si peu de moyens. Bonjour, Christine Holzbauer, je dirige le service Afrique de l'agence Spoutnik France. Donc j'ai deux questions de politique étrangère, si vous me permettez. D'une part, l'Afrique était invitée du G7. Est-ce que vous considérez, en tant que président du Sénat, qui s'intéresse à l'Afrique de surcroît, que c'était la bonne formule, que c'est comme ça qu'il faut faire avec l'Afrique en termes de coopération? Et ma deuxième question porte bien sûr sur la rencontre entre le président Macron et Vladimir Poutine au fort de Brégançon. J'aimerais bien avoir votre commentaire sur ce qu'il en est ressorti. D'abord, c'était une heureuse initiative. J'ai toujours pensé qu'il fallait poursuivre, quelles que soient les difficultés, des relations avec la Fédération de Russie. Et comme vous le savez ici, la Commission des Affaires étrangères a produit, et des rapports conjoints continuera à en produire. Je crois que ça a été une bonne initiative du président Macron de recevoir le Premier ministre indien. Parce que je crois que on ne peut pas se limiter à ce cercle. En fait, le président Macron n'a repris que l'initiative du président Sarkozy, qui avait, dans le cadre d'un G7 en France, invité 10 pays africains, si ma mémoire est exacte. Et je pense que s'il y a une part d'Afrique en France, il doit y avoir aussi une part de France en Afrique. Et j'insiste. Aujourd'hui, et nous l'avons vu en réunissant les Sénats africains au mois de juin, l'importance du dialogue avec nos collègues africains. Comme vous le savez, la plupart des Sénats africains, enfin, la moitié d'entre eux, sont des plutôt de crise en Afrique. Ils sont un lieu de dialogue, de retrouvailles, où nous pouvons aborder, y compris la question migratoire, d'une manière, j'allais dire, à la fois exigeante, apaisée et ouverte. Je pense que cette relation avec l'Afrique est essentielle et on ne peut pas laisser simplement l'Afrique dans un dialogue avec la Chine, y compris au nom des valeurs et de notre histoire avec l'Afrique. Une question au fond, là, parce que j'essaie de privilégier d'abord ceux qui n'ont pas posé de questions. Après, je vous promets, vous revenez. Au fond, voilà. Levez bien la main, voilà. Frédéric Delpech pour LCI. Vous évoquez dans votre propos liminaire la question de l'immigration qui est pour vous fondamentale. Il y a ce débat donc le 10 septembre. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement aborde clairement la question des quotas qui pourraient être validés par le Parlement? Est-ce que pour vous c'est un sujet fondamental? La question migratoire est une question, à mon avis, qu'il faut prendre globalement. Si on ne le prend, par exemple, qu'au travers d'un morceau du droit de la nationalité, je pense à l'affaire du droit du sol, je pense aux quotas, je pense à tout ça. Et il faut donc que nous posions l'ensemble du dossier et du sujet sur la table. J'évoquais le drame de Villeurbanne, mais regardez ce qui se passe depuis une semaine, à nouveau en Grèce. Lesbos, Kos, Samos, le fleuve Évros. On dépêche Frontex en toute urgence
l'explosion de ce qui se passe, notamment dans les demandes d'asile afghanes. Ce qui se passe, j'ai été début juillet à la frontière espagnole, dialoguer avec les Espagnols, avec le vice-président de la commission des lois, François-Noël Buffet. J'étais en Nouvelle-Aquitaine il y a quelques jours, j'y retourne demain. Et je peux vous dire que la réalité mineurs étrangers non accompagnés, squat, accueil, asile, c'est en train à nouveau de nous échapper. Et ça n'est pas conforme à nos valeurs non plus que de ne pas traiter ces sujets-là. Dialogue aussi, écho, j'allais dire quelque part, pour le co-développement, avoir un dialogue, avoir aussi peu de mesures de reconduite exécutées, pardonnez-moi, c'est toute la crédibilité. Ça n'est pas qu'un sujet national, mais le président de la République a reconnu lui-même. Il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on appelle l'immigration de rebond est aussi importante? C'est que nous avons un sujet à traiter. Et il faut le traiter au-delà des slogans et des mots, et pas de manière trop parcellaire. Il y avait... Pardonnez-moi d'insister, mais pour reprendre les termes qu'utilisait mon confrère du Télégramme, est-ce qu'effectivement vous n'êtes pas, compte tenu aussi de la vacance à la tête des Républicains aujourd'hui, Jean-Léonetti est président mais par intérim, est-ce que vous n'êtes pas aujourd'hui l'attaquant numéro 1 face à Emmanuel Macron, l'opposant numéro 1 de la droite? Écoutez, je vais répondre par une formule totalement ambitieuse et biblique, je suis celui qui suis. Je suis ce que je suis avec les valeurs qui sont les miennes. Je pense que j'ai une responsabilité comme président du Sénat d'assumer, car ce pays ne peut pas rester sans contre-pouvoir. Je pense qu'une démocratie sans contre-pouvoir, c'est une démocratie un jour qui termine dans la fragilité la plus absolue et qui peut se retrouver dans les bras de valeurs qui ne sont pas totalement les valeurs de la démocratie. Donc, j'assume. Pas d'autres questions? Sans regret? Je voulais vous remercier, vous dire qu'on se reverra au cours de l'année. J'espère avoir pu vous apporter quelques éclairages, quelques réponses. Nous souhaitons aussi, avec le Sénat, aborder la relation avec vous d'une manière qui soit, je pense, au service du Sénat, le plus ouverte et le plus dynamique possible. Merci à tous. Et je crois qu'on a, de l'autre côté, un petit pot qui nous attend.